Emmanuel Mondon pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la présentation du rapport annuel de l'AMF devant notre commission des finances est une bonne occasion, je crois, de saluer l'action de votre autorité de régulation et de faire le point sur l'évolution de ses missions. Je reviendrai sur l'une de vos préoccupations, l'éducation financière. À dire vrai, chacun d'entre nous est concerné, mais sans doute convient-il d'avoir une attention plus particulière pour certains publics vulnérables. Alors nous les avons cités, je pense aux jeunes, cibles privilégiées des arnaques financières dans un contexte d'innovation numérique et puis d'IA. Vous l'avez rappelé, les études montrent que les femmes économiseraient beaucoup moins, mais investiraient beaucoup plus, par contre, mais investiraient moins. Et puis il y a aussi ces nombreux épargnants dont l'effort d'épargne vers des produits peu rémunérateurs ne sert pas assez, à mon sens, leurs intérêts. Ce sujet me semble central. Il l'est d'autant plus que la France est un pays d'épargnants. Alors, je n'entrerai pas dans le débat pour savoir si les Français thésaurisent plus qu'ils n'épargnent. Et toujours est-il que l'abondance de l'épargne des citoyens est plutôt un atout pour notre pays, à la condition de bien la mobiliser sur les marchés. La réorientation de l'épargne des ménages vers les placements longs reste un fort enjeu si l'on veut soutenir le financement des entreprises et la transition écologique. Cela suppose une stabilité juridique et fiscale. Cela suppose également une prise de conscience des épargnants sur le rôle d'agent économique. Cela suppose par ailleurs de soutenir la finance durable pour orienter l'épargne vers des fonds responsables labellisés, vers des produits financiers accompagnés d'un traitement fiscal incitatif. Pour conclure, ce sujet est avant tout celui de la confiance des citoyens face aux opérateurs, face au marché. Le rôle des régulateurs de marché de l'AMF est à ce titre pour nous déterminant. Mais comment rendre plus clair, plus lisible, plus intelligible, plus transparent pour développer une culture financière? Comment l'AMF se place? Comment l'AMF peut contribuer à renforcer cet objectif stratégique? Madame la Présidente. Merci beaucoup de cette question. Effectivement, on a eu l'occasion d'évoquer le sujet de l'allocation de l'épargne au travers du projet européen d'union de l'épargne et de l'investissement, avec les premières initiatives qui sont non législatives, qui sont des engagements de 7 pays de favoriser les produits d'épargne existants chez eux, dont la France, qui correspondent aux objectifs de financement de long terme des entreprises. La question de l'éducation financière, elle est tout à fait centrale parce que d'abord, il faut que les épargnants prennent conscience du fait que la question des rendements de leur épargne est importante. Il ne suffit pas d'avoir une épargne de précaution qu'on laisse sur un compte bancaire ou qu'on met sur un produit à court terme qui rapporte peu d'argent. Il faut aussi, de manière raisonnée, bien sûr, on est très vigilant dans la communication qu'on fait vis-à-vis des épargnants, à engager à la diversification. Toute l'épargne ne doit pas être, je dirais, bloquée sur des produits à long terme, parce qu'on peut aussi avoir besoin d'une épargne à court terme pour faire face à des besoins. Mais c'est vrai que la transformation d'une partie de l'épargne européenne et française vers une épargne à plus long terme et plus orientée vers le financement des entreprises est importante. C'est l'investisseur qui va en décider. Donc, comme vous le dites, sa confiance va être tout à fait centrale. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que les régulateurs de marché jouent à plein leur rôle pour s'assurer que les acteurs financiers agissent en pleine loyauté vis-à-vis des épargnants, qu'il y a une vraie transparence sur les produits, sur les frais, que le conseil est de bonne qualité et que nos concitoyens sont bien accompagnés dans leurs projets d'épargne. Dans les problématiques de publics vulnérables, vous avez évoqué les jeunes, ça c'est clair, on l'a vu, on a fait faire une grande étude par l'OCDE, financée par la Commission européenne, pour mieux comprendre ce qu'on appelle les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire à peu près le 1,2 million de Français qui ont commencé à investir après le Covid.
Ce sont des gens plus jeunes et c'est effectivement des personnes qui vont davantage s'informer sur les réseaux sociaux, auprès d'influenceurs, etc. Donc c'est ce qui nous a amené à modifier complètement notre stratégie de communication en termes d'éducation financière, en allant chercher des publics plus jeunes avec des codes du jeu vidéo. Je vous engage à regarder notre campagne qui s'appelle Les Mystères d'Investipolis, qui est effectivement vraiment orientée vers ce type de public, qu'on a publié alors sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est-à-dire là où les nouveaux investisseurs vont plutôt chercher leurs informations. Nous ne négligeons pas pour autant les autres publics vulnérables. Je rappelle qu'avec la CPR, au sein du pôle commun, on regarde très régulièrement la façon dont les acteurs financiers traitent les personnes en situation de vulnérabilité, notamment nos concitoyens les plus âgés, parce qu'il faut aussi qu'on s'assure que là aussi le conseil est adapté et qu'on ne se retrouve pas face à des produits financiers non adaptés vendus à des personnes un peu plus vulnérables pour d'autres raisons que, je dirais, la fougue de la jeunesse et l'influence des réseaux sociaux. Bien sûr que l'abondance de l'épargne, c'est un atout. Alors, on ne va pas se lancer dans des évaluations macroéconomiques sur le niveau optimal de l'épargne et de l'investissement. Je crois que l'épargne est très abondante, en tout cas en Europe. Elle est trop investie sur des produits courts qui ne permettent pas de se projeter à la fois pour l'épargnant et pour les acteurs financiers sur des investissements de long terme. Donc effectivement, il faut en transformer une partie en des investissements un petit peu plus longs. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, des labels, des travaux qui sont faits à Bruxelles sur une meilleure allocation de l'épargne et des engagements qui ont été pris par les fameux 7 pays qui se sont réunis au sein du label Finance Europe pour donner un meilleur traitement fiscal, le meilleur traitement fiscal aux produits d'épargne longue investis dans les entreprises européennes. Mais vous avez raison, c'est un écosystème en fait avec beaucoup de choses qui doivent fonctionner de manière collective, en tout cas qui doivent fonctionner ensemble. L'éducation financière, parce que la meilleure des préventions contre les arnaques, la meilleure façon d'inciter nos concitoyens à bien utiliser leur argent et leur investissement à leur profit. Et il se trouve que c'est aussi ce qui va être convergent avec l'intérêt de l'économie. C'est d'abord qu'ils soient bien au fait et qu'ils aient une bonne éducation financière. Ça commence souvent par le plus jeune âge. Il y a toute une stratégie d'éducation financière. La Banque de France en est l'opérateur national. On y contribue. On a un partenariat à l'AMF avec l'Institut pour l'éducation financière du public. On aura peut-être l'occasion, d'ailleurs, dans les propositions législatives que nous ferons, de revenir sur la problématique de financement de cet acteur qui est un acteur très important de l'éducation financière, qui travaille beaucoup avec l'éducation nationale, notamment. Mais effectivement, c'est important que les différents acteurs, dont nous, s'adaptent en permanence à ce que l'on voit, c'est-à-dire tout simplement ce qui se passe dans la vie quotidienne de tout un chacun, plus de réseaux sociaux. Les jeunes sont beaucoup plus intéressés par les conseils des influenceurs que d'un conseiller financier classique. Donc voilà, on essaye d'adapter effectivement notre stratégie d'éducation financière à ces problématiques.